Mesdames, Messieurs, nous n'avons pas encore commencé, mais je voudrais déjà, s'il vous plaît, en attendant que le défenseur des droits, M. Jacques Toubon, n'intervienne, j'aurais voulu vous préciser dans quel endroit vous vous trouviez. Bien entendu, vous connaissez l'université René Descartes. Bien entendu, Paris Descartes. C'est là où vous vous trouvez, au 45 rue des Saints-Pères. Au sein de celle-ci, une académie s'est formée, qui s'appelle Académie internationale éthique, médecine et politique publique, et qui, en définitive, a intégré avec le professeur David Wechtub, qui est ici, lève-toi, stand up, et qui est le titulaire de la chaire d'éthique, n'est-ce pas, de l'université de psychiatrie légale de l'université de Montréal. Et à ce titre-là, n'est-ce pas, nous sommes tous les deux les co-présidents et c'est nous qui vous recevons au sein de cette université Paris-Descartes. Cette académie a une revue qui s'appelle Ethics, Medicine and Public Health, ou alors en français, Éthique, médecine et politique publique. Vous pouvez publier, que vous soyez français ou américain, puisque ce journal qui est chez Elsevier est actuellement en français et en anglais. Vous pouvez envoyer autant, pourquoi pas, des éditoriaux, vous pouvez envoyer des réflexions, vous pouvez envoyer des méditations philosophiques, vous pouvez envoyer même des cas. Et il y a même une possibilité avec Philippe Charlier qui est au fond là-bas, qui s'est mis comme un bon élève tout au fond, Philippe Charlier qui est le rédacteur adjoint, moi-même étant le rédacteur avec le professeur Wechtub pour la partie américaine. C'était pour que vous sachiez exactement où vous vous trouviez. Et nous sommes heureux, bien sûr, et nous vous disons bien sûr une grande bienvenue. J'espère que vous allez passer un excellent moment. Vous avez un programme particulièrement important où, en effet, il y a peu de discussions, vous verrez, mais on en est beaucoup plus, en définitive, à réfléchir sur des données qui vont nous être transmises, beaucoup plus que de donner nos points de vue. Nos points de vue ont peu d'intéressants, ne sont pas très intéressants, dès lors qu'ils ne s'appuient pas sur des faits scientifiques. Or, justement, ce sont les faits scientifiques. Heidegger, que vous connaissez sûrement, et Ange Jonas, qui est quelqu'un, un philosophe dans sa lignée, et que l'on interpelle beaucoup dans le cadre de l'éthique du futur, n'est-ce pas, l'un et l'autre déploraient qu'il y ait une véritable césure entre deux éléments, c'est-à-dire les sciences de la vie, les sciences de la terre et les sciences humaines et sociales. Or, justement, dans cette académie, nous sommes autant ouverts aux sociologues, aux anthropologues, aux économistes, tout ce qui sont les sciences humaines, et nous sommes ouverts, bien entendu, à toutes les disciplines des sciences de la vie, de manière à créer des passerelles. C'est ce que nous faisons aujourd'hui, puisque vous allez avoir, et je remercie Antoine Guggenheim, je ne sais pas si je l'ai rencontré tout à l'heure, n'est-ce pas, merci, nous avons fait le programme ensemble, et plutôt que de mettre d'un côté tous les représentants des différentes traditions religieuses, et d'autre part les scientifiques, eh bien au contraire, nous avons voulu mêler en quelque sorte de manière à ce que nos visions, à ce que nos réflexions, nos méditations éventuellement, eh bien, s'enrichissent des différents points de vue, en sachant bien entendu que nous prenons les sciences humaines et sociales et tout ce qui est du domaine, je dirais, du vécu humain comme étant des éléments à prendre en compte, c'est-à-dire qu'il n'y a pas dans cette réunion, dans cette passerelle avec les sciences humaines, il n'y a pas d'exclusive, il n'y a pas de supériorité, il y a simplement une réflexion que chacun d'entre nous devons développer. Et c'est vrai que dans ce cadre-là, nous nous inscrivons un peu
contre ces disciplines en silo qui ont caractérisé et qui ont permis, n'est-ce pas, à la pensée cartésienne, l'efficacité que nous avons jusqu'à la rentabilité des techniques dans leurs applications, y compris sur l'humain. Mais nous devons maintenant, obligatoirement, parce qu'il s'agit de l'humain, de réfléchir sur les conséquences. Et on se rend compte maintenant que l'on ne peut aucunement considérer un élément purement à propos du droit, ou à propos de l'anthropologie seule, ou à propos de la médecine. Il est important désormais d'avoir ces différentes dimensions pour avoir une vision beaucoup plus globale. Nous avons commencé toutes ces manifestations depuis à peu près 2 ans. Nous avons, dans le cadre de la Société française et francophone d'éthique médicale, qui fait partie de 170 centres affiliés de l'Académie, all over the world, comme on dit, c'est-à-dire venant autant de nos collègues américains que d'Europe, bien entendu. Nous avons à peu près 20 centres européens, plus ou moins, et nous avons 150 centres américains. Tout ça pour montrer un peu le côté prolixe et le côté très riche au niveau international que cette académie peut avoir. Eh bien, nous avons commencé avec un débat sur l'intelligence artificielle, nous l'avons poursuivi avec le transhumanisme, et le 11 décembre dernier, de l'année dernière, 2017, nous avons demandé à Edgar Morin, Michel Maffezoli, un certain nombre de nos collègues qui, justement, en sociologie, pouvaient intervenir, ou en anthropologie, de manière à traiter un élément fondamental à notre avis, qui est le lien social. Comment avoir la prétention de faire des lois de bioéthique si nous ne sommes pas d'accord sur ce qu'est le lien social et éventuellement les différentes normes. Monsieur Toubon, je vous en prie, si vous voulez bien, nous sommes heureux de vous accueillir. Je ne faisais qu'une légère introduction de manière à montrer en quoi toutes ces personnes qui sont venues vous écouter, en quelque sorte, dans quel endroit ils étaient, et de manière à ce qu'il n'y ait pas de lien d'intérêt, n'est-ce pas? Je vous en prie, si vous voulez bien. J'en terminerai, si vous voulez, très rapidement, pour laisser la parole à M. Toubon, que vous connaissez tous, qui est le défenseur des droits. Sa position est une position unique, on peut dire, au niveau de la République française, puisqu'il se trouve lui-même, son poste se trouve lui-même dans la Constitution française. Et nous avons pensé qu'il était important, M. Toubon, et nous vous remercions particulièrement, tout particulièrement. Nous savons votre agenda tout à fait, tout à fait chargé. Mais on vous remercie totalement, car commencer un tel colloque, un tel séminaire sur 3 jours, sans parler de dignité, je pense que c'était, et vous en y étiez tout à fait, si j'ai bien compris, tout à fait friand. Vous avez donc la parole, monsieur, avec tous nos remerciements. Merci beaucoup. D'abord, monsieur le professeur Hervé, merci beaucoup de cet accueil. Et d'abord, je vous dis simplement que je suis très heureux de commencer l'année de travail, puisque la semaine dernière était encore vacances, de commencer l'année de travail avec vous, et sur ces sujets qui peuvent naturellement, si j'ose dire, nous amener loin et qui vous amèneront, d'ailleurs vous-même, pendant ces 3 jours, très loin. J'ai accepté de parler à l'ouverture de ce colloque international sur cette question de la dignité de la personne humaine, parce que, tout simplement, je crois que le défenseur des droits, dans l'exercice de sa mission, a une expérience, disons, et peut dire non pas de fortes affirmations
idéologiques ou philosophiques, non pas une démarche, une approche qui soit fondée sur des prescriptions morales ou politiques, mais peut simplement dire ce que, dans le travail que nous faisons chaque jour, c'est-à-dire d'un côté traiter cette année, enfin l'année dernière, 2018, environ 95 000 réclamations qui nous ont été soumises et que nous avons traitées à la fois au plan central, à notre siège national, et d'autre part, et pour l'essentiel, c'est-à-dire 80%, par l'intermédiaire, ou directement d'ailleurs par eux, par nos délégués qui sont sur le terrain, nos 500 délégués territoriaux, qui sont des volontaires, bénévoles, nous voyons à travers ces réclamations monter des demandes, je dirais parce qu'aujourd'hui on en parle beaucoup, mais qu'il y a longtemps pour ma part que le diagnostic est fait, des demandes de justice. Le droit, c'est évidemment, pour beaucoup de gens, ce qui permet d'assurer ce que le grand public appelle justice, c'est-à-dire en fait un traitement égal ou équitable entre tous. Et puis, notre activité, c'est aussi une activité qui consiste à faire avancer les concepts ou les textes, ou rappeler à la société, aux entreprises privées, au secteur public, aux grands organismes sociaux. Ça consiste à essayer de leur rappeler quels sont les principes, qu'est-ce que nous devons faire pour en améliorer l'explication. Je prends un exemple extrêmement simple, parce que c'est une des choses qui finalement titille beaucoup les gens aujourd'hui. Nous avons, il y a 2 ans maintenant, fait un rapport assez, je dirais, exhaustif sur la fraude aux prestations sociales. C'est-à-dire, est-ce qu'en gros, la lutte contre la fraude aux prestations sociales n'est pas excessive? Est-ce qu'elle ne conduit pas en réalité à mettre en cause les droits sociaux elles-mêmes? Et nous avons notamment posé la question, en gros, 2 chiffres. Il y a 5 milliards à peu près de prestations qui sont dues et qui ne sont pas réclamées. Il y a entre 600 et 900 millions de prestations qui sont indûment versées. On trouve que dans cette proportion se trouve quand même une question. Est-ce que tout le système social doit consacrer autant de moyens à poursuivre une fraude qui est très inférieure aux droits que les assujettis ne touchent pas ou qu'ils ne demandent pas? Mais ce que nous avons mis en cause aussi, c'était simplement la manière dont cette lutte contre la fraude est faite. Et quand on suspend les allocations familiales d'une dame avec 4 enfants et qu'elle se retrouve réduite par la suspension, les pénalités, etc., à dormir pendant des mois dans sa voiture, la question, c'est la question de la dignité de cette personne ou de l'indignité du comportement de ceux qui l'ont réduit dans cette position. Voilà, simplement, je dis ce mot-là, général, pour montrer où nous sommes, nous, le défenseur des droits, et ce dont je vais essayer de vous parler, et qui n'est pas, encore une fois, au niveau qui sera le vôtre pendant ces 3 jours, au niveau de technicité, de science, de réflexion, mais plus là où se trouve
les personnes qui vivent dans notre pays, qui sont nos concitoyens ou qu'ils soient des étrangers, et qui ont à faire face à ces questions. La religion révèle. La morale impose. L'éthique interroge. Et je pense que c'est là où nous en sommes. Interrogeons-nous. Et vous êtes là pendant ces 3 jours pour cela. Le principe du respect de la dignité humaine s'inscrit donc complètement dans notre activité, dans une actualité qui est très prégnante et, bien entendu, a une relation évidente avec ce qui va se passer cette année, c'est-à-dire la révision des lois de bioéthique. C'est un principe, je veux le dire tout de suite, qui est de caractère, je dirais, multifacette, parce qu'il retient des valeurs qui sont différentes suivant ceux qui l'avancent. Et j'en prends un exemple très très concret. Il y a eu un premier avant-débat sur la révision de la Constitution cette année, cet été. Et on a vu notamment un certain nombre de parlementaires ou de partis politiques faire des propositions en vue d'inscrire la dignité dans la Constitution. Et on a vu par exemple les Insoumis disaient inscrire la dignité, c'est permettre à chaque homme, puisque digne, d'être logé, soigné, intégré. L'ancien Premier ministre Manuel Valls disait « ça permettra de mettre fin à tout ce qui met en cause la dignité humaine dans des spectacles, dans des propos, dans des salles, sur Internet ». Le Rassemblement national disait « la dignité, c'est ce qui permettra de s'opposer à l'avortement en excipant la dignité humaine dès le commencement de la vie ». Vous voyez qu'on est quand même dans une vision large et multiple de cette dignité. Et ceci n'est pas naturellement seulement d'actualité. Et ça s'explique tout à fait. Sartre disait « on n'a jamais honte tout seul ». Ça veut bien dire que la dignité, c'est contenu dans le regard des autres. Et à partir de là, bien entendu, ça veut dire que l'ensemble de la société fait de la dignité son profit, ou au contraire la dénie, et à partir des points de vue très différents. Et c'est pour ça, je veux remonter à ce débat qui a été très intéressant. Il y a quelques années, vous vous souvenez que en 2008 avait été réuni un comité de réflexion sur le préambule de la Constitution qui était présidé par Simone Veil. Et ce comité a conclu à la fin de 2008, le 17 décembre 2008, dans le rapport qu'il a remis au président de la République et qui s'appelait « Redécouvrir le préambule de la Constitution », qu'il ne fallait pas, compte tenu de l'ambivalence même de la notion et des idéologies divergentes qu'elle véhicule, inscrire ce principe de la dans le préambule, mais qu'il convenait de constitutionnaliser la dignité dans l'article 1er de la Constitution. Et le comité de Simone Veil avait dit qu'il faudrait que l'article 1er de la Constitution s'écrive de la manière suivante: la France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens, sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle reconnaît l'égale dignité de chacun. Cette proposition n'a pas été
à l'époque mise en œuvre. Vous savez d'ailleurs que la révision constitutionnelle qu'on appelle Sarkozy a été faite en juillet 2008, c'est-à-dire avant les conclusions de ce rapport. Et donc c'est pour ça qu'on est toujours dans le débat aujourd'hui, d'où ce que j'ai dit tout à l'heure sur les prises de position politiques. Pour ma part, j'ai, comme je l'ai dit tout à l'heure, souvent fait appel à cette notion, et encore dans le rapport que j'ai publié au printemps de cette année et qui était mon rapport d'activité pour 2017, j'ai écrit par exemple: le défenseur des droits a vocation à protéger par l'effectivité des droits celles et ceux que le discours de l'identité, la rétraction de la chose publique et la tension des rapports de domination tendent à laisser pour compte, et laisser pour compte entre guillemets. Combien ne connaissent plus la considération et non plus guère le souci de la dignité égale de tous les individus. Et j'employais le mot de considération au sens de Simone Weil W., la philosophe. Dans ce contexte, donc, je voudrais d'abord fixer le cadre juridique du principe de dignité humaine, et puis ensuite vous dire quelques applications que j'ai pu en faire ou quelques positions qu'il peut inspirer aux défenseurs des droits. Le principe de dignité humaine est une notion matricielle du droit sur laquelle le défenseur fonde certaines de ses actions. La consécration juridique du principe, elle se trouve le plus clairement et le plus récemment dans l'incorporation qui en a été faite à l'article 16 du Code civil par les lois de bioéthique du 29 juillet 1994. C'était la loi relative au respect du corps humain. La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l'humain dès le commencement de sa vie. Et le 16.1, je parle ici devant par exemple Claude Durier, qui sait tout ça beaucoup mieux que moi, puisqu'il y était, l'article 16.1, j'y étais aussi à l'Assemblée, l'article 16.1 du Code civil dit 3 principes: le respect du corps, l'inviolabilité de ce corps et le principe d'extra-patrimonialité du corps humain, ceci étant d'ailleurs prolongé par les articles 16.5 et 16.6 qui déclarent nulle toute convention ayant pour effet de conférer une valeur patrimoniale au corps. Ce principe a été inscrit donc dans la loi de 1994, 29 juillet. Mais il avait été, si j'ose dire, porté au rang de principe constitutionnel dans la décision que le Conseil constitutionnel a rendue sur ces lois quelques jours avant la promulgation, puisque vous vous rappelez que, à l'époque, le texte a été soumis au Conseil constitutionnel préalablement pour qu'il soit vérifié si les principes nouveaux qui étaient écrits dans les lois de bioéthique, qui étaient les premières, je le rappelle, en 1994, correspondaient bien étaient bien conformes à notre Constitution. Et le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 27 juillet, s'est référé au préambule de la Constitution de 1946, et il en a déduit que la sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme d'asservissement et de dégradation était un principe à valeur constitutionnelle. Au plan international, et c'est très important, parce que ce dont vous allez parler, ce n'est pas seulement naturellement de la situation en France, et même en Europe. C'est 7,5 milliards de personnes à la surface de la Terre qui sont concernées.
les textes internationaux, la Déclaration universelle des droits, dont on a célébré, entre guillemets, le 10 décembre dernier, le 70e anniversaire. Article 9 du préambule, considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde. Et la dignité est également, dans la DUDH, est également consacrée aux articles 1, 22 et 23 du texte de la Déclaration universelle des Nations unies. Le pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966. Toute personne privée de sa liberté est traitée avec humanité et avec le respect de la dignité inhérente à la personne humaine. Et ceci s'applique en particulier à tous les cas de rétention, de détention. La Convention relative aux droits de l'enfant, la Convention du 20 novembre 1989, et la Convention relative aux droits des personnes handicapées, plus récente, du 13 décembre 2006. Nous sommes mécanisme de suivi de ces deux conventions en France, puisque le défenseur des droits est aussi défenseur des enfants, une de mes adjointes est défenseur des enfants, et que je suis depuis 2010, depuis la ratification par la France de la Convention internationale des droits des personnes handicapées, chargé du suivi de cette convention en France. Et j'aurai l'occasion d'en parler plus avant à propos de notre sujet plus tard. La Déclaration universelle sur le génome humain et les droits de l'homme du 11 novembre 1997, le texte qu'on peut appeler Chirac-Clinton, si je veux dire, enfin, qui a été notamment élaboré sous leur pression. La Déclaration universelle sur la bioéthique et les droits de l'homme, adoptée par la Conférence générale de l'UNESCO le 19 octobre 2005. Dans le cadre européen, et je dirais pan-européen, c'est-à-dire le cadre du Conseil de l'Europe, le texte, naturellement contraignant, c'est la Convention européenne sur les droits de l'homme et la biomédecine, adoptée en 1996 par le Comité des ministres du Conseil de l'Europe et qui est la fameuse convention qu'on appelle d'Oviedo parce qu'elle a été signée et ouverte à la signature à Oviedo en 1997. Elle a été ratifiée par la France, ce qui montre déjà une petite distorsion, seulement en 2011, c'est-à-dire quand même beaucoup plus tard. Cette convention reconnaît, dans le principe de dignité de l'être humain, la valeur essentielle à maintenir et le fondement de la plupart des valeurs défendues par la Convention. Et alors, enfin, dans le cadre de l'Union européenne, plus étroitement, la Charte des droits fondamentaux, qui est aujourd'hui, comme vous le savez, de droit positif et qui est mise en œuvre par la Cour de justice de l'Union européenne, depuis le traité de Lisbonne, prévoit dans son article 1er « La dignité humaine est inviolable, elle doit être respectée et protégée ». Et dans l'article 3, « Toute personne a droit à son intégrité physique et mentale. Dans le cadre de la médecine et de la biologie, doivent notamment être respectés le consentement libre et éclairé de la personne concernée selon des modalités fixées par la loi, l'interdiction des pratiques eugéniques, notamment celles qui ont pour but la sélection des personnes, l'interdiction de faire du corps humain et de ses parties en tant que telle une source de profit, l'interdiction du clonage reproductif des êtres humains. » C'est écrit dans un texte de droit positif qui s'applique aux 28 pays membres de l'Union européenne. Voilà pour ce qui est du cadre, mais je pense que c'est utile de le savoir, ne serait-ce que pour l'écrire dans les actes que vous rédigerez, ça permettra d'avoir, ça fera une fiche, voilà, que vous n'aurez pas besoin de faire, parce que je l'aurais faite. Voilà. Deuxièmement, quelles sont les différentes acceptions du principe de dignité humaine? En fait, et c'est là où on vient à la discussion que j'abordais au début, il y a en fait deux approches de la dignité humaine qui justement ont été mis en lumière par le comité de réflexion Simone Veil sur le préambule de la Constitution 2008. Première approche, la dignité humaine est attachée à la personne. Et je cite le comité. C'est parce que les hommes sont tous et légalement dépositaires de la même dignité qu'il est inacceptable que l'un d'entre eux exerce une véritable domination sur son prochain. Dans cette conception, la dignité, en fait, se confond avec l'autonomie de l'individu
la liberté de l'individu, et elle exige uniquement le recueil de son consentement préalable si, par exemple, il est porté atteinte à l'intégrité de son corps. C'est cette conception qui transparaît le plus souvent dans les législations de type anglo-saxon, la conception autonomie. L'autre approche de la dignité est objective. Il s'agit, je cite toujours le comité, d'une qualité opposable à l'homme par des tiers. C'est-à-dire, ça devient ici un concept absorbant des obligations de respect vis-à-vis d'une certaine représentation de ce qu'est une humanité digne. Ainsi, contrairement à la liberté qui présuppose l'autonomie de celui qui l'exerce, la dignité n'est conditionnée que par l'humanité de l'être qu'elle protège. C'est en fait une conception de la dignité qui relève de l'humanité et même de la vulnérabilité. Le principe de dignité exprime l'idée selon laquelle il n'y a aucune vie humaine qui n'en vaut une autre. La dignité est une qualité liée à l'humanité. Elle ne supporte aucune autre condition. Cette approche est plutôt celle qui prévaut, comme je l'ai montré tout à l'heure, en droit français, et c'est naturellement ce qui a été dit par le Conseil d'État dans le fameux arrêt Commune de Morsang-sur-Orge, qui remonte au 27 octobre 1995, c'est-à-dire qui a dit que le spectacle de lancer de nains était jugé indigne, alors qu'il ne suppose aucune aliénation, au moins apparente, de l'intéressé, qui était parfaitement consentant. La dignité humaine y est constitutive d'une limite à la liberté de chacun, celle de disposer de soi-même et non plus seulement de l'autre. Troisième point sur le principe de dignité, quelles sont les interventions justement que j'ai pu faire, et je vais vous donner là quelques détails, au moins sur 4 sujets, les interventions que j'ai pu faire en application de ce principe. Je le mobilise essentiellement sur 4 points. D'abord, en ce qui concerne la lutte contre les discriminations. Une discrimination directe ou indirecte, prohibée par la loi ou par un engagement international à l'égard d'une personne, n'est pas digne, une discrimination, n'est pas digne d'une communauté humaine. J'ai traité 5400 dossiers en 2017 en matière de discrimination et 21% ou plus portés sur des personnes porteuses de handicap, 17% étaient liés à l'origine, 11% à l'état de santé, sur en gros l'ensemble des dossiers dont j'ai parlé tout à l'heure, 95 000 dossiers, à peu près 14 ou 15% concernent le champ des discriminations. Je ne vais pas ici vous faire le détail, puisque je rappelle qu'il y a aujourd'hui 24 critères légaux de discrimination depuis les dernières lois votées, notamment la loi égalité et citoyenneté de 2016. Je prends quelques exemples. En matière d'accès aux soins, les réclamations qui me sont adressées font parfois état d'attitudes, de propos et de comportements discriminatoires de médecins ou d'autres professionnels de santé dans leurs interactions avec les patients. Quand des jugements de valeur fondés sur des stéréotypes discriminatoires, fondés sur l'origine, et même la pratique religieuse des patients sont portés dans les propos ou dans les papiers. Par exemple, j'ai été saisi de la réclamation d'une patiente enceinte de son 4e enfant qui a été confrontée à des questions et des réflexions déplacées en lien avec ses origines. Elle a dû quitter le cabinet médical précipitamment. J'ai conclu, pour la première fois, à l'existence d'une situation de harcèlement discriminatoire en matière d'accès aux biens et aux services,
au sens de la loi de 2008 sur les discriminations, j'ai estimé que le comportement du médecin, que celui-ci qualifié de maladresse, était constitutif d'un harcèlement fondé sur l'origine de la patiente. Et je saisis l'occasion devant vous, ce propos, de vous indiquer la publication que j'ai faite tout à fait à la fin de l'année, il y a quelques semaines, d'une fiche pratique spécifiquement rédigée à l'attention des professionnels de santé, leur rappelant leurs obligations en matière de refus de soins discriminatoires, ainsi d'ailleurs que j'ai fait un dépliant à destination du grand public. C'est un travail dans lequel on a associé les 3 ordres des professionnels de santé, le fonds de CMUC et les associations membres de nos comités d'entente santé et handicap, ainsi que l'assurance maladie. Vous avez vu que j'ai pris aussi une décision concernant la manière dont les sites de prise de rendez-vous médicaux font état de données discriminatoires, c'est-à-dire on ne prend pas de rendez-vous pour telle ou telle personne affiliée à tel ou tel régime. Et j'ai naturellement dit que c'était parfaitement illégal. Dans le domaine de l'emploi, je citerai par exemple les discriminations subies par les femmes qui peuvent prendre la forme de harcèlement discriminatoire lié au sexe. Ce harcèlement discriminatoire lié au sexe est défini par la loi comme tout agissement lié au sexe subi par une personne et ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. J'ai consacré mon dernier baromètre sur la perception des discriminations, publié au mois de septembre dernier, baromètre que j'établis chaque année avec le concours de l'Organisation internationale du travail, à cette question. Cette forme de discrimination sexiste est majoritairement subie par les femmes. En 2016, 23% avaient déclaré avoir été confrontés à des attitudes sexistes au travail, seulement 6% des hommes. En fait, en matière de discrimination, je crois qu'il faut bien comprendre que l'identification d'une discrimination équivaut à une reconnaissance de la personne telle qu'elle est, c'est-à-dire que l'identification et éventuellement la poursuite de la discrimination reconnaît la dignité de sa personne, de cette personne, différente de tout autre, mais égale à tout autre. Et c'est en ce sens que la lutte contre les discriminations n'est en rien, si j'ose dire, une lubie inventée par quelques politiquement corrects de l'autre côté de l'Atlantique. Elle est au cœur de la question que nous évoquons aujourd'hui. Deuxième sujet que je traite aussi à partir de cette notion, c'est le non-accueil ou le mauvais accueil des demandeurs d'asile, des réfugiés, des exilés, qui ne trouvent plus de lieu où s'ancrer, s'intégrer. Je ne vais pas y revenir. J'ai publié en octobre 2015 un rapport très important sur les campements à Calais, qui a donné lieu ensuite à plusieurs mesures de la part du gouvernement. J'ai publié le 9 mai 2016 un rapport exhaustif sur les exilés et les droits fondamentaux, c'est-à-dire sur l'écart qui existe entre les droits qui sont reconnus aux étrangers et la manière, il faut le dire clairement, discriminatoire dont ils sont expliqués. J'ai parlé tout à l'heure de l'accès aux soins, mais il y a beaucoup d'autres sujets. Et je viens, il y a 15 jours, de publier un rapport qui porte sur l'ensemble de l'année 2018 et qui fait état à Paris, à Calais,
à Grande-Synthe, à Ouistreham, dans ces 4 endroits, de la manière dont les personnes sont chassées et maltraitées. Je rappelle que dans un arrêt du 31 juillet 2017, qui venait après une décision du tribunal administratif de Lille qui portait justement sur la situation à Calais après le démantèlement du Grand Camp à la fin de 2016. Dans cette décision, le Conseil d'État a employé l'expression « traitement inhumain et dégradant », ce qui fait référence à la Convention sur la barbarie et la torture, et ce qui est naturellement l'exact contraire de la dignité. Troisième domaine, celui des violences, et notamment des violences quand elles sont faites aux enfants. Et je me suis prononcé dans ces domaines sur la base de l'intérêt supérieur de l'enfant, qui est la notion cardinale à l'article 3 de la Convention européenne de la Convention internationale des droits de l'enfant, mais aussi naturellement sur le respect de la dignité humaine qui est à l'article 28 de cette Convention. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais j'ai rappelé ici qu'il fallait prendre en compte la parole de l'enfant lorsqu'il dénonce des actes de maltraitance, c'est la dignité, de faire preuve d'une diligence accrue pour réagir, de prendre des sanctions disciplinaires et notamment dans le cadre de l'éducation nationale, et notamment dans un cas que nous avons traité pour une école maternelle, nous avons bien vu que ce n'était pas le cas. Mais c'est naturellement sur le même fondement que je me suis prononcé en faveur de la prohibition des châtiments corporels dans tous les contextes. Famille, un texte a été voté récemment qui a modifié le Code civil en ce qui concerne l'autorité parentale, mais aussi, il ne faut pas s'arrêter à la famille, l'école, les institutions sociales, les autres établissements accueillant des enfants. Et là, on est encore loin du compte. Ce que la majorité des gens qui vivent en France pensent, c'est qu'une bonne claque n'a jamais fait de mal à personne. Je mets tout ça entre guillemets. Eh bien non. C'est là où il faut naturellement faire une application vigilante et rigide du principe de dignité. Mais de la même façon, j'ai été amené à rappeler que l'environnement social de l'enfant, et notamment du tout petit enfant, j'ai consacré mon rapport annuel sur les droits des enfants de 2018, publié le 20 novembre 2018, aux tout petits, c'est-à-dire 0-6 ans. C'était la première fois, je crois, que c'était fait pour montrer tout simplement que les enfants ont des droits dès leur premier écrit, au moment où ils naissent. Et que naturellement ces droits s'appliquent de manière particulière, par exemple, aux enfants, aux petits qui n'ont pas de langage articulé, mais qu'il faut prendre en compte et appliquer ces droits. Et j'ai souligné en particulier que l'environnement social, familial, dans lequel vivent ces enfants est particulièrement important. La lutte contre la pauvreté et les exclusions est un impératif national fondé sur le respect de l'égale dignité de tous les êtres humains et doit être une priorité de l'ensemble des politiques publiques et notamment des politiques concernant l'enfance. Je l'ai dit dans mon rapport, mais vous avez vu aussi que dans le plan qui a été annoncé par le gouvernement de lutte contre la pauvreté, une part très importante et significative est faite à la situation des enfants et des familles. Enfin, le dernier sujet dans lequel je fais couramment application du principe de dignité, c'est tout ce qui concerne les violences
l'identification des violences et le contrôle des violences, que aucune institution ne puisse y échapper. Et je pense par exemple aux violences de genre qui sont exercées dans le silence, entre usagers ou patients, ou entre eux et des professionnels, dans les établissements médico-sociaux ou, par exemple, les hôpitaux psychiatriques. J'aurai l'occasion d'y revenir tout à l'heure sur un autre sujet. Et c'est armé de ce principe de dignité que nous devons souligner ces situations et les pourchasser en permanence. Maintenant, je voudrais venir à quelques propositions autour de la révision des lois de bioéthique et pour montrer que simplement, s'il constitue une limite à la réification du corps humain, le principe du respect de la dignité humaine doit permettre cependant des évolutions qui soient respectueuses des droits fondamentaux. Le rapport, et vous allez en discuter, entre respect de la dignité humaine et les principes ou les règles de bioéthique est naturellement extrêmement profond, mais il ne faut pas naturellement attendre du respect de la dignité humaine plus qu'elle ne peut donner. Ce principe ne s'oppose ni à la réflexion, ni à l'évolution mutatis mutandis. C'est d'ailleurs la logique qui sous-tend le fait que la loi ait fixé une révision périodique des lois de bioéthique. C'est de ne pas fermer les yeux et les oreilles à ce qui se passe dans le monde, dans la société, et à essayer, tous les 5 ans, en fait, tous les 7 à 8 ans, de prendre en compte ces évolutions. Alors, je ferai quelques remarques. Pour ceux qui suivent ces questions, ils connaissent mes positions, mais je voudrais le rappeler ici pour l'auditoire qui est devant nous ce matin. Quant à l'ouverture de la procréation médicalement assistée, qui est aujourd'hui la discussion, par rapport donc à la loi, aux articles du Code de la santé qui sont dans la loi de 1994, je me suis prononcé à plusieurs reprises depuis 2015, pas maintenant, depuis 2015, depuis juillet 2015, sur ce sujet, devant d'ailleurs une mission d'information qui était réunie au Sénat. Plus récemment, devant la mission d'information de l'Assemblée nationale, celle dont le rapporteur est le professeur Touraine, j'ai réaffirmé ma position en faveur de l'ouverture de la PMA à toutes les femmes, femmes en couple ou femmes célibataires, en rappelant que le souhait de s'engager dans un projet parental ne peut pas être réservé aux seules femmes hétérosexuelles. D'ailleurs, la loi française autorisant dès maintenant l'adoption par les couples homosexuels et par les personnes célibataires. Un couple de femmes, comme une femme célibataire, peut donc avoir un projet parental, mais qui n'est pas seulement d'adoption. Ces femmes peuvent ainsi adopter un enfant dès sa naissance, alors qu'on leur refuse l'accès à la technique de reproduction. Il me paraît que c'est une situation qui est inégale. Il faut assurer l'égalité entre les projets parentaux, quelle que soit leur origine. L'ouverture de la PMA à toutes les femmes soulève naturellement des questions qui sont des questions juridiques, notamment sur le droit à la filiation et l'accès aux origines. En ce qui concerne le droit à la filiation, c'est naturellement la question de la dissociation entre les fondements biologiques et juridiques, puisque on aurait une double filiation maternelle. Alors j'ai exposé qu'il me paraissait y avoir 2 formules qui étaient peut-être
les plus expédientes. Une qui a été depuis déjà quelques années avancée, la déclaration commune anticipée de filiation, qui serait faite devant un notaire ou devant un juge, avant la réalisation de la PMA, et qui permettrait de recueillir le consentement du couple à la PMA avec tiers donneur et de prendre acte de l'engagement de chacun à établir un lien de filiation à l'égard de l'enfant. Ou bien, il y a la solution la plus radicale, qui est d'ailleurs légale en Belgique, c'est celle de la filiation automatique qui permet à la mère de bénéficier d'une présomption, en quelque sorte, de comaternité pour l'enfant issu d'une PMA. Le législateur aura à se prononcer. Mais ça pose aussi, vous le savez tous, la question de l'accès aux origines. Je pense qu'il faudra faire évoluer les règles actuelles, et notamment parce qu'il ne faut pas créer d'inégalité entre un enfant né sous X, qui peut demander la levée de l'anonymat de ses parents auprès d'une organisation qui s'appelle le Conseil national d'accès aux origines personnelles, et d'autre part, un enfant issu d'un don. Le débat actuel, en fait, porte aujourd'hui essentiellement sur l'étendue de la levée de l'anonymat du donneur. Les choses ont beaucoup évolué. Par exemple, le Conseil d'État a beaucoup fait évoluer sa position sur ce sujet entre 2009, le rapport qu'il a fait pour la révision en 2009, et le rapport qu'il a fait au mois de juin dernier pour l'actuelle opération de révision. Aujourd'hui, le Conseil d'État, par exemple, propose la levée totale avec un accès à l'identité du donneur. Mais on peut aussi retenir une levée partielle avec un accès limité aux données non identifiantes. Pour ma part, je suis favorable à la mise en place d'un régime qui permettrait de combiner, d'une part, l'accès de tout enfant lors de sa majorité à des données non identifiantes, et d'autre part, la possibilité d'une levée totale de l'anonymat à la demande de l'enfant majeur, mais à la condition, dans ce cas-là, que le donneur y ait consenti au moment du don. Donc il faudrait deux conditions. La première, que le donneur accepte la levée de l'anonymat si l'enfant le demande au moment de sa majorité, et que celui-ci, naturellement, le demande. Il y a d'autres solutions qui consistent à recueillir éventuellement le consentement plus tard, mais en tout cas, voilà quelle formule on pourrait retenir. Quant, deuxième question, l'autoconservation des ovocytes. Donc, je ne rentre pas dans le détail, vous le savez mieux que moi. L'autoconservation ovocytaire pour les femmes souffrant d'une pathologie susceptible d'altérer la fertilité ou dont la fertilité risque d'être prématurément altérée a été retenue par la loi de bioéthique de 2004. Celle de 2011, pour répondre à la pénurie des dons d'ovocytes en France, a ouvert cette technique à des motifs non médicaux, à condition que l'autoconservation soit la contrepartie d'un don d'ovocytes. Mais il n'existe donc aucun droit général à l'autoconservation des ovocytes pour des raisons non médicales dans la loi actuelle. C'est une demande qui s'exprime beaucoup aujourd'hui et qui tient, je ne vais pas ici rentrer dans toutes ces considérations, mais vous les connaissez mieux que moi, à tout ce qui concerne le recul de l'âge de la maternité, les femmes qui consultent pour l'infertilité qui sont de plus en plus âgées, une évolution incontestablement de la société qui va vers la nécessité de préserver la possibilité d'enfantement plus tard et de se prémunir donc des risques d'infertilité liés à l'âge. C'est une sorte de conservation des ovocytes, d'autoconservation des ovocytes, de prévention. Et c'est une manière donc
d'émanciper, là encore, davantage les femmes des contraintes qui leur sont propres, liées à l'avancée en âge, afin de leur permettre de choisir le meilleur moment pour procréer et donc de se libérer des contraintes de la dégradation de la fertilité féminine avec l'âge. J'ajoute que pour les hommes, l'autoconservation est déjà possible, puisque on peut conserver les gamètes des hommes lorsque, par exemple, ils ne peuvent pas être disponibles le jour de la ponction qui est faite pour l'assistance médicale à la procréation, et aussi en cas, sur prescription médicale, de la dégradation de la qualité des spermatozoïdes liés à l'âge. Sans aucune autre formalité qu'une ordonnance, les hommes peuvent faire conserver leur sperme dans un centre privé. Et ces méthodes d'autoconservation des gamètes de l'homme ne semblent pas avoir suscité de polémique particulière. Je suis donc pour ma part, et je l'ai dit, favorable à l'ouverture de l'autoconservation des ovocytes à toutes les femmes sans raison médicale, accompagnée d'une prise en charge financière par l'assurance maladie. L'autoconservation des ovocytes devrait être faite indépendamment d'un don, c'est-à-dire il conviendrait de supprimer la condition créée par la loi de 2011 de faire un don équivalent. Les chances pour les donneuses de conserver des ovocytes pour elles-mêmes sont en effet, dans l'état actuel des choses, quasi nulles. Mais il serait nécessaire de fixer un âge socialement raisonnable pour l'utilisation des ovocytes conservés, et il y a naturellement, ici notamment dans cette salle, beaucoup de personnes beaucoup plus compétentes pour discuter de cette question. Troisième sujet où nous faisons application de ces notions, la gestation pour autrui. Donc, elle est prohibée en France et, en vertu du principe d'indisponibilité du corps humain, dont je rappelais qu'il a été inscrit dans le Code civil. Mais dans son étude de juin 2018, le Conseil d'État a relevé, je cite, « La demande sociale est plus pressante. Elle s'inscrit dans un environnement juridique plus favorable aux unions de couples de même sexe, ce qui a pu renforcer les aspirations de couples d'hommes à fonder une famille autrement que par la voie de l'adoption internationale, au demeurant particulièrement étroite. » C'est une constatation faite par le Conseil d'État. Pour ma part, je ne suis pas favorable à revenir sur cette interdiction, pour les raisons de principe évidentes, mais il m'apparaît toutefois que le respect de la dignité humaine, ainsi que l'intérêt supérieur de l'enfant, doit primer sur toute autre considération. La prohibition de la GPA par la loi en France ne doit en aucune manière faire obstacle à la reconnaissance de la filiation des enfants nés d'une GPA à l'étranger, ni à la transcription de leur état civil à l'état civil français. En l'état actuel du droit, les règles relatives à la transcription dans les registres de l'état civil français d'un acte d'état civil étranger sont régies par le fameux article 47 du Code civil, au terme duquel les faits déclarés dans l'acte doivent correspondre à la réalité pour que ce dernier puisse être transcrit. Et c'est le principe qui remonte naturellement à la plus haute antiquité et qui est dans le Code civil. La mère est celle qui a accouché, ce qui fait obstacle à la filiation donc de la mère d'intention. La Cour européenne des droits de l'homme, dans deux arrêts de 2016 et 2017, qui étaient la suite de l'arrêt de principe, si je veux dire, de juin 2014, la CEDH a condamné la France pour avoir refusé de transcrire les actes de naissance d'enfants nés d'une GPA à l'étranger dans les registres de l'état civil français. Elle a pris en considération, au moment de cette décision, la jurisprudence de la Cour de cassation de 2015, qui a, au 3 juillet 2015, qui a autorisé la transcription partielle sur les registres de l'état civil français
de l'acte de naissance de l'enfant en ce qu'il désigne le père biologique. Mais la Cour, 2016-2017, a dit en gros, ça n'est pas suffisant. En 2017, la Cour de cassation s'est prononcée sur la question du parent d'intention. Elle a considéré que l'acte de naissance ne peut être retranscrit sur les registres de l'état civil lorsqu'il désigne la mère d'intention, celle-ci n'ayant pas accouché de l'enfant. Et cependant, la Cour de cassation a dit, mais il existe un moyen de créer de la filiation entre les enfants et l'épouse de leur père, si elle est conforme à l'intérêt de l'enfant et si les conditions légales sont réunies à travers la méthode de l'adoption. Et ce sont les arrêts du 5 juillet 2017. Nous en sommes là aujourd'hui, sauf que la Cour de cassation, comme vous le savez, a été saisie de nouvelles requêtes et a fait application au mois d'octobre dernier d'une nouvelle disposition très intéressante, qui est le protocole 16 à la Convention européenne des droits de l'homme. Ce protocole dit que les cours supérieures des pays adhérents peuvent demander un avis à la Cour européenne des droits de l'homme de Strasbourg. C'est déjà le cas, par exemple, pour la Cour de justice de l'Union européenne de Luxembourg. Bon. Mais peuvent demander un avis. Et la Cour de cassation a en fait posé à la Cour européenne des droits de l'homme la question, est-ce que le fait que la France et notre propre jurisprudence ne reconnaissent pas dans la transcription des actes d'état civil la mère d'intention excède la marge d'appréciation que vous, Cour européenne des droits de l'homme, avez reconnue à la France et à l'État français. Et la question a été posée. Et ce qui est très intéressant, c'est que, très rapidement, la grande chambre de la Cour européenne des droits de l'homme a dit « Bonne question, j'accepte qu'on me demande cet avis. Et je vais donc me prononcer. » Parce que la procédure est naturellement à plusieurs étages, il faut demander, puis il faut que ce soit... Bref. Et la Cour européenne des droits de l'homme va vraisemblablement, on peut l'imaginer, au milieu de cette année, c'est-à-dire en plein débat national, naturellement, chez nous, sur les révisions des lois de bioéthique, mais qui, a priori, ne portent pas sur la GPA, va donner un avis. Ça sera naturellement extrêmement intéressant. Et à partir de là, la Cour de cassation, en fonction de l'avis que lui donnera la CEDH, traitera les cas, c'est-à-dire notamment les pourvois contre plusieurs arrêts de cour d'appel qui ont dégoûté, en quelque sorte, des parents en ce qui concerne la filiation d'intention. Mais je voudrais ajouter, pour ma part, que la lecture, et il faut quand même le noter, qu'il y a un point sur lequel la lecture du fameux article 47 du Code civil ne paraît plus être pertinente. C'est lorsque la mère d'intention a fait don de ses ovocytes et que ceux-ci ont été utilisés pour la fécondation in vitro précédant la gestation pour autrui par une mère porteuse. Dans cette hypothèse, la mère d'intention est également la mère génétique. Et si on veut continuer à faire prévaloir le biologique, ce qui semble se dégager de la jurisprudence, le principe, donc, mater semper certa est, ne pourrait plus faire obstacle à la transcription intégrale de l'acte, puisque la réalité génétique ne coïnciderait pas avec la réalité de l'accouchement. On ne trouve plus dans ce cas-là, dans l'article 47 et dans le fameux principe « la mère, c'est celle qui accouche », la solution, si j'ose dire, toute faite, miracle, et après, à partir de laquelle on dit circuler, il n'y a rien à voir. Bon, ben non, justement, dans ce cas-là, il faut se poser la question. Et bien entendu, ça veut dire que
de mon point de vue, c'est une question qui mérite d'être posée et j'ai, pour ma part, dit que les enfants nés de GPA à l'étranger devaient avoir une filiation si on veut respecter les principes qui sont contenus dans la Convention internationale des droits de l'enfant. L'intérêt supérieur de l'enfant, qui comporte notamment une identité complète, que l'on devrait retenir une filiation complète, notamment à l'égard des parents d'intention, et que c'est pour moi, non pas une opinion, mais une obligation conventionnelle, si l'on veut appliquer strictement la Convention internationale des droits de l'enfant. Alors, à partir de là, il y a naturellement plusieurs formules. Il y en a 4 que j'ai éventuellement proposées. Si le législateur ne veut pas retenir une voie de droit spécifique, on peut retenir l'adoption plénière par le parent d'intention, la reconnaissance du statut juridique du parent d'intention dans l'acte de naissance étranger, un acte de reconnaissance spécifique ou l'utilisation éventuellement d'une notion bien connue. Est-ce que ça s'appliquerait? C'est-à-dire la possession d'État, ce qui veut dire la reconnaissance de la réalité sociologique. Après ces considérations sur la PMA, je voudrais parler de 2 questions qui ne sont pas dans le débat bioéthique et je terminerai mon intervention là-dessus. C'est les droits des malades et des personnes en fin de vie. Ça a donc été en principe écarté. Est-ce que c'est définitif ou pas? Je n'en sais rien. Mais pour l'instant, ça a été écarté des débats sur la révision. J'ai, pour ma part, lorsque il y a eu la proposition de loi Claes-Leonetti, puis au moment où donc cette loi est devenue, les propositions de loi Claes-Leonetti sont devenues la loi du 2 février 2016, qui a créé de nouveaux droits, et notamment la fameuse sédation profonde et continue, mais qui a aussi rendu obligatoire, qui a rendu contraignante, les directives anticipées. J'ai pris des positions qui étaient constamment de dire que il faut exploiter les possibilités des lois qui existent, ne pas inventer de nouveaux débats, et que il fallait notamment exploiter la loi de 2016, donc la loi Claes-Leonetti, telle qu'elle existe aujourd'hui. Elle n'a pas été intégrée complètement par les patients, par les familles et par la société de manière générale. Et il faut donc travailler dans ce cadre. Le CCNE, d'ailleurs, a donné un avis en septembre et il a dit que cette loi doit être mieux connue, mieux appliquée, mieux respectée. Je pense que c'est ça que nous devons faire et je pense que des colloques comme celui-ci, par exemple, lorsqu'ils évoquent ce type de questions, doivent avoir pour vertu de s'efforcer de faire que, en écartant toute position de caractère idéologique, philosophique, systématique, on applique mieux les dispositions légales qui ont fait beaucoup de progrès depuis quelques années. Je voudrais évoquer, pour terminer, une question qui est de très longue date, depuis des décennies, sinon des siècles, mais qui vient de rebondir à travers une question qui peut paraître juridico-juridique, c'est-à-dire un protocole additionnel à la Convention européenne sur les droits de l'homme et la biomédecine de 1997, c'est-à-dire Oviedo, et qui est le protocole qui concerne les personnes atteintes de troubles mentaux. Et comment est-ce qu'on peut faire ou pas des placements et des traitements involontaires. Involontaires, on peut leur dire forcés. Bon. Cette question a été très... Et je suis intervenu de la manière suivante, très simple, c'est que c'est le Quai d'Orsay, ministre des Affaires étrangères, qui est chargé de ces relations avec les organisations internationales, qui devait donner un avis sur la dernière mouture du protocole, qui s'est retourné vers le défenseur des droits en lui disant « Est-ce que vous pourriez me donner votre avis ?» C'était au mois de novembre dernier. En fait, il y a une polémique sur ce protocole parce que c'est un protocole qui concerne le traitement sans consentement. C'est l'administration forcée de médicaments
les mesures de mise en isolement et sous contention, l'électroconvulsiothérapie forcée et le placement forcé en institution. C'est un texte qui d'abord présente une caractéristique, c'est que la Convention de Vienne, par définition, elle est de 97. Elle est donc très antérieure à la Convention internationale sur les droits des personnes handicapées. Donc, première question, c'est-à-dire que dans la Convention, on a introduit un véritable changement de paradigme. On a remplacé les approches médicales et caritatives du handicap par une approche fondée sur les droits de l'homme, les droits fondamentaux, et la dignité des personnes est devenue un principe général pour la prise en charge des personnes porteuses de handicap. Et par exemple, l'article 14, paragraphe 1 de la Convention internationale des droits des personnes handicapées interdit toute prévention de liberté fondée uniquement sur le handicap. Et le comité de suivi des Nations Unies de la Convention internationale a d'ailleurs dit que l'ajout d'autres critères tels que la dangerosité pour soi ou pour autrui n'est pas suffisant pour justifier une telle prévention. Donc, en gros, on peut dire que toute règle, toute loi sur la santé mentale prévoyant des soins sans consentement est incompatible avec la Convention internationale sur les droits des personnes handicapées. Et je l'ai donc constaté, comme l'a constaté le commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, la commission des questions sociales du Conseil de l'Europe, etc. Et je l'ai dit. Mais il faut bien remarquer que nous ne sommes pas uniquement dans un débat théorique vis-à-vis de ce projet de protocole. Nous sommes aussi dans une question très pratique. En France, il existe une loi de 2013 sur les soins sans consentement. Et cette loi de 2013, elle est assez proche de ce que le protocole additionnel dit. C'est d'ailleurs un des arguments qui sont utilisés par les adeptes du protocole, enfin par ceux qui ont avancé le protocole, en disant mais les lois nationales sont comme ça, et notamment la loi française. Et donc, il est clair que ça veut dire que, comme la loi française de 2013 sur les soins sans consentement, les mesures d'encadrement proposées dernièrement, et c'est là-dessus qu'on s'est prononcé, par le comité de bioéthique, ne font en fait qu'entériner les abus qu'elles entendent éviter. C'est pour ça que j'ai dit, dans mon avis, enfin, au Quai d'Orsay et au Conseil de l'Europe, qu'il fallait trouver des solutions qui permettent une application par les États membres de mesures volontaristes en psychiatrie dans l'esprit de la CEDPH, et l'Assemblée parlementaire d'ailleurs du Conseil de l'Europe a dit exactement la même chose. Bien entendu, il faut tenir compte cependant de la situation des personnes qui sont incapables de donner leur consentement. Mais là, on retombe sur une autre question que j'ai traitée par ailleurs et qui est une véritable question à certains égards d'éthique, c'est la question des personnes incapables. J'ai fait déjà 2 rapports à ce sujet. La loi actuellement en discussion sur la justice comporte des dispositions favorables aux personnes incapables et aux droits des personnes incapables. Il est clair qu'aujourd'hui, il faut qu'on mette en œuvre ce principe qui est que les personnes incapables ont des droits et que l'incapacité juridique ne veut pas dire que ces personnes sont privées de droits ou qu'elles ne peuvent exercer leurs droits que lorsque quelqu'un se substitue à elles. Ce n'est pas ce que dit la Convention internationale des droits des personnes handicapées, ce ne sont pas les principes d'aujourd'hui, ce n'est pas ce que dit notre loi de 2005 sur les fondamentales sur les personnes handicapées, et donc nous battons là-dessus. La loi justice récente a fait quelques progrès, droit de vote, droit de se marier ou de se paxer, etc. Mais je prends un exemple qui est bête et méchant, c'est le cas de le dire. Une personne
signant elle-même la demande. C'est le tuteur qui doit signer la demande. Est-ce que vous pouvez me dire que ça, c'est conforme à la dignité et aux droits de cette personne? Une carte nationale d'identité. Il ne s'agit pas de vendre le château des ancêtres et de dépouiller de son patrimoine, puisque vous savez que la protection, elle est très largement faite dans notre droit pour éviter la dilapidation des patrimoines et des remèdes. Voilà ce que je voulais dire, et je me permets de le dire parce que cette discussion est en cours, et je pense que dans des travaux comme les vôtres, c'est extrêmement important de prendre en compte cette situation que je viens de décrire et qui est celle de ce protocole additionnel qui est en cours de discussion. Alors voilà, ce que je vous ai dit, je ne sais pas si c'est une bonne ouverture, je ne sais pas si ça vous a apporté des vues sur des sujets que peut-être vous n'avez pas toutes et tous l'habitude de traiter, mais ce que je veux dire, c'est que je souhaite, pour finir, un grand succès à vos travaux pendant ces 3 prochains jours. Vous retrouverez constamment dans vos travaux l'interrogation centrale de l'éthique. Si nous ne sommes pas que des sociétés d'individus sans altérité, alors l'autonomie et la liberté doivent veiller à prendre en compte la vulnérabilité des personnes en vertu de la dignité qui fait leur commune humanité. Merci beaucoup. Monsieur Toubon, merci pour cette introduction. On ne peut que vous remercier. En effet, vous avez campé en quelque sorte le théâtre de ces 3 jours, en quelque sorte. Voulez-vous que l'on pose 2-3 questions, éventuellement, avant de terminer, ou est-ce que vous aviez un rendez-vous fort? Est-ce que je peux 5 minutes? 5 minutes. Alors, je vais peut-être demander... Attendez, si vous voulez bien, je vais peut-être demander à Madame Stanton-Jean, qui est ancienne présidente du comité de l'UNESCO, d'éthique de l'UNESCO, si éventuellement elle a une question à poser, puisqu'elle-même a été amenée à faire promulguer une, justement, des déclarations d'où vous faisiez mention. Il y aurait effectivement beaucoup de questions, mais je dois dire que j'ai beaucoup apprécié votre présentation. J'aime bien quand en partant des conventions, des déclarations, etc., qu'on nous montre les complexités des applications. Et finalement, j'ai pas vraiment de questions parce que je crois que vous avez, comme disait Christian, bien campé le paysage ainsi que le rôle de l'éthique. Parce qu'évidemment, l'éthique, ce n'est pas la loi, mais c'est un questionnement sur quelle est la direction à prendre. Et je trouve intéressant parce que souvent, les gens disent la déclaration n'est pas contraignante sur la bioéthique, mais elle a été quand même déjà utilisée dans quelques décisions juridiques et elle sert, comme disait bien Noël Lenoir, à faire avancer les débats. Donc, ce que nous allons faire ici. Donc, je ne sais pas si d'autres ont des questions plus précises, mais... Je vous remercie beaucoup, madame, parce que je suis très touché de votre position et en quelque sorte de votre approbation, parce que le défenseur des droits a toujours, depuis l'origine et les institutions qui l'ont précédé, notamment la Haute Autorité de lutte contre les discriminations ou toutes les questions de déontologie de la sécurité, par exemple, ou des droits de l'enfant, bien entendu, a toujours un souci, et moi j'ai un souci tout particulièrement, de me situer dans une perspective d'un monde sans frontières et d'un monde où, par définition, quelles que soient les positions des uns ou des autres, malheureusement, sur le fameux multilatéralisme, nous sommes dans des situations qu'on peut appeler d'interdépendance absolue. Et donc nous devons considérer les choses au niveau de l'ONU, au niveau du monde entier, de la
et, comme je l'ai dit, de la communauté humaine, c'est-à-dire des 7 milliards et demi. Voilà, donc merci beaucoup de votre... Monsieur Hurier, peut-être éventuellement, peut-être une commission, vous-même qui avez fait tant de lois. Vous avez été cité par monsieur. Oui, c'est pas seulement pour ça que je vais prendre le micro, pour le remercier. Simplement, par rapport surtout à la dernière partie de ton développement, est-ce que une des critiques à laquelle on s'expose, quand on a des exigences aussi radicales, qui sur le plan des valeurs est indiscutable. Je peux parler de tout ce qui peut se passer en milieu psychiatrique. Mais est-ce que, par rapport à ceux qui ont le patient en charge, c'est un travail ingrat, impossible? Alors, au fond, en rappelant les exigences que personne ne peut discuter, est-ce que finalement, on n'envoie pas le bébé de l'autre côté? C'est-à-dire qu'on donne à ceux qui ont à prendre en charge efficacement, quotidiennement, quelles que soient les conditions pathologiques. Autrement dit, c'est bien de rappeler, d'énoncer des règles aussi fondamentales, mais quelquefois, on a le sentiment que finalement, on laisse à d'autres la responsabilité de ne pas les respecter. C'est toute la discussion. C'est toute la discussion du protocole. C'est toute la discussion du protocole additionnel dont j'ai parlé. Effectivement, l'initiative de ce protocole vient, bien entendu, comme tu viens de le dire, d'un certain nombre de personnes, et de médecins notamment, qui ont en charge ces situations et qui ont besoin, en quelque sorte, d'avoir un certain nombre de règles qui leur permettent les thérapies, sans consentement. Je crois qu'il est, et je le dis sur ce sujet comme sur tous autres, je crois qu'il est extrêmement important, nécessaire, précieux, qu'il y ait des gens, en l'occurrence, là c'est moi, mais ça peut être bien d'autres, des autorités publiques, et pas seulement des associations, des ONG, qui ne, si je peux bien te dire, Claude, ne rentrent pas dans ces considérations. C'est-à-dire, comme j'ai eu l'occasion de le dire, si on introduit le principe de la réalité dans l'application des droits fondamentaux, eh bien, il n'y aura plus très rapidement de droits fondamentaux. Et en particulier, bien entendu, celui dont on parle, c'est-à-dire celui de la dignité humaine. Il y a toujours, dans les politiques publiques, dans les techniques professionnelles, dans les nécessités vitales, il y a toujours un motif de dire, cette fois-ci, dans cette circonstance, pour cette personne, le droit fondamental dont il bénéficie, je m'assois dessus. La question est de savoir où commence ce que j'appelle, moi, le crépuscule des droits fondamentaux. Sur beaucoup de sujets, il est en route, hein, vous le savez très bien, et il suffit d'ouvrir les yeux et les oreilles pour le savoir. Voilà, c'est ça la question. Et je me dis que chacun son rôle, mais en même temps, et notamment dans les questions de bioéthique, c'est absolument évident, on a beaucoup évolué depuis 30 ou 40 ans. On est parti d'un point où on encadrait la responsabilité médicale par la loi. Aujourd'hui, on va beaucoup plus loin que le seul encadrement de la responsabilité médicale. On prend en compte, je dirais, les évolutions de la société. Et je pense que ce mouvement que nous avons fait en ce qui concerne les lois de bioéthique, et que nous allons, d'une manière ou d'une autre, que le législateur va probablement poursuivre, ce mouvement-là, c'est un mouvement qu'il faut que nous appliquions à l'ensemble des droits fondamentaux. Il faut évoluer. On ne peut pas dire les choses comme elles étaient lorsqu'on a fait la Déclaration universelle des droits de l'homme en 1948. Hein, c'est vrai. Mais ce n'est pas pour ça
qu'il faut dire la réalité politique d'aujourd'hui exige que. Parce que ça, c'est quoi? Eh bien, c'est simplement ceux qui disent « Oh, mais le droit d'asile de la Convention de Genève de 1951, mais ça, c'est old school. Qu'est-ce que je vais faire de ça? Moi, gouvernement hongrois, appuyé sur les élections qui m'ont donné 60% des sièges au Parlement, qu'est-ce que j'en ai à faire d'un truc qui remonte au jugement de Nuremberg? Qu'est-ce que j'en ai à faire? Ben oui, eh bien, Claude, c'est ça la question. Qu'est-ce que j'en ai à faire? Eh bien, ici, je pense que vous êtes tous convaincus qu'on en a beaucoup à faire. On tient à vous remercier, monsieur, et on vous applaudit. Je pense que vous allez être raccompagné par notre ami, là, si tu veux bien raccompagner, en effet. C'est un grand plaisir. Merci, Christian. On vous redemandera de venir.